Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion en Ariège. Un pays où les gens sont fiers de leurs montagnes, de leurs rivières, mais aussi de leurs traditions et de leur histoire. Votre voyage commencera par Foix, la capitale, et la visite de son incontournable château. Tu me montres comment marchent ces machines, l'arbalète. Nous jouerons les spéléologues pour aller explorer la rivière souterraine de l'Abouiche et iront rencontrer un incroyable jardinier qui s'amuse à cultiver des plantes médiévales médicinales. Puis nous vous emmènerons dans le Couserans et ses vallées enclavées, un haut lieu de la transhumance. Tu découvres une région au rythme des animaux. C'est unique, ça. Mais aussi une région qui regorge de trésors médiévaux. Pour finir, vous partirez en pays cathare, dans le pays d'Olms, pour découvrir un patrimoine qui offre un véritable voyage dans le temps avec le spectaculaire château de Montségur. Après une montée harassante mais ô combien joyeuse, enfin le château. Ou la pittoresque ville de Mirepoix. Ces lieux magiques, vous allez les découvrir avec ceux qui y vivent et qui ont à cœur de les partager. Pour commencer cette flânerie, direction Foix, une ville chargée d'histoire. Dominée par son imposant château fort, qui semble encore aujourd'hui la protéger, la cité médiévale est nichée dans un écrin de verdure. Jean-Michel Gadal est notre premier guide pour cette nouvelle région. Ce Fuxéen pur souche est très attaché à sa ville natale et ses environs. Ancien animateur de radio, celui que tout le monde appelle Jimmy a organisé le premier spectacle son et lumière en Ariège. Il a gardé sa passion pour les sonorités intactes et passe encore de longs moments à enregistrer les bruissements des rivières et les gazouillis des oiseaux. C'est le département de France où on peut découvrir le plus grand nombre de ruisseaux et de rivières. Il y a plein de petits coins secrets, mais que l'on garde jalousement. C'est dans l'ancienne capitale du comté de Foix, aujourd'hui préfecture du département de l'Ariège, que Jimmy retrouve Mélanie Savès, guide conférencière, intarissable elle aussi sur la ville de Foix et ses petits secrets. La balade commence par la rue pentue des Grands-Ducs, une ascension qui fait remonter les siècles jusqu'au Moyen-Âge. Bien, moi j'aime bien cette rue parce qu'elle a gardé tout son cachet médiéval. Et là, c'est une pierre de grès sculptée. Et cette pierre de grès, elle est particulière parce qu'on voit un Christ, on voit les croix, avec une tête de mort au pied. C'est original. C'est les vanités, c'est le crâne d'Adam, c'est ce qui nous attend tous à la fin de notre vie. Dans cette rue des Grands-Ducs, n'oubliez pas non plus de lever la tête pour admirer les pontiles. Ces passages aériens érigés pour relier les unes aux autres les habitations construites dans les cavités du rocher. Je crois que c'est une des rares villes de France où on retrouve, dans le centre-ville, un habitat préhistorique. Tu sais combien on a dénombré de cavités dans ce rocher? 27. T'as vu? Je suis bon. La balade continue. Ça te dit de monter là-haut?
On va aller faire un tour. monter, Allez, c'est voir parti. depuis On là-haut. monte. Il est temps de prendre un peu de hauteur, car ce n'est pas une visite classique de l'abbatiale Saint-Volusien que Mélanie et Jimmy nous proposent. Nos deux compères sont des privilégiés. Ils ont décroché l'autorisation de se balader sur la voûte de ce monument édifié en 860 pour accéder aux coursives. Tu étais déjà venu, toi, ici? Oui, mais pas pendant les guerres de religion. Je suis né après. Ouais, quand j'étais petit. Petit, ouais. J'étais un fan de chœur et on était venu visiter ça. Curieux. On va passer par là. Bah oui, il n'y a pas d'autre porte. Viens voir, regarde. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Des coursives, on peut admirer un point de vue de la ville de Foix et en toile de fond les imposantes montagnes ariégeoises. Mais c'est surtout vers l'intérieur que la vue est époustouflante. Suivez le guide. Là, regarde. Regarde ça. Waouh! Voilà l'ensemble de la nef. On est quand même rare, hein, Ça, c'est. Oui. pour monter ici. C'est somptueux. Très peu de fidèles arrivent. Avec très peu de fidèles. Peut-être qu'ils arrivent au ciel, mais. C'est niveau. Ouais. Des travaux colossaux de reconstruction ont été entrepris en 1609, redonnant à la nef toute sa splendeur. Un peu comme sur le toit du monde, Mélanie et Jimmy peinent à partir, tant le panorama étonne. Regarde, on a une vue magnifique sur les jardins de la préfecture. Waouh! Voilà, avec les rosiers. La roseraie en premier plan, le jardin médiéval et l'Ariège. Regarde, Patrick t'attend. Je te laisse alors. À bientôt. Bah tiens, déjà? Bah Eh voilà, c'est ça. Je fais ça à la préfecture. Super. Patrick Canal, le responsable des jardins de la préfecture. Adossés à l'abbatiale Saint-Volusien, ces jardins étaient hier ceux du monastère de l'édifice. Acquis par la ville en 1791, ils sont aujourd'hui choyés par un véritable orfèvre vert. Ça se décline en roseraie, ce jardin, et en partie jardin médiéval. Ça, c'est par touche que j'ai voulu apporter ce caractère médiéval parce qu'on a l'église Saint-Volusien. Et avant d'être préfecture, c'était quand même une abbaye. C'était une abbaye voilà. et un monastère pour ce qui était de la préfecture. Donc on colle au plus près du patrimoine, en effet. D'accord. Et comme un clin d'œil à cet ancien jardin monastique, Patrick Canal s'est mué en historien du végétal. Non content de soigner plus de 70 espèces de rosiers, ce passionné a recréé un jardin médiéval, riche de multiples plantes curatives. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que sous Charlemagne, on a défini une centaine de plantes qui devaient être dans tous les monastères ou dans certains châteaux, de façon à pouvoir soigner la population. Au Moyen-Âge, on parlait d'alicament, l'aliment médicament. Ah, d'accord. Voilà, on se soignait en mangeant. On connaissait les propriétés des plantes. Et par exemple, cette plante-là, son nom vulgaire, c'est consoude. On peut imaginer qui soude, qui ressoude. Et en effet, elle a des propriétés par ses racines qui va être très, très efficace pour tous les problèmes justement de plaies, de coups, voire sur les fractures. On s'est aperçu, il y a des études, ça résorbe les fractures plus rapidement que si on ne l'applique pas. Alors si vous êtes de passage à Foix, n'hésitez pas à passer par la préfecture pour demander conseil à son jardinier, qui vous fera redécouvrir les bienfaits de la consoude, de l'ortie, du chardon ou de la bourrache, des végétaux un peu oubliés. Il était une fois, dans la ville de Foix, un château si haut qu'il est resté imprenable. Construit dès l'an 1000 sur un promontoire rocheux de plus de 60 mètres, il dégage un sentiment de puissance et impressionne encore aujourd'hui par son envergure et son parfait état de conservation. C'est haut chez vous. Comment vas-tu? T'as pas fini de monter? Ouais, On va encore. dans la tour ronde. Comme elle le fera sans doute avec vous, Audrey, guide au château, emmène Jimmy un peu plus haut, sur la tour ronde qui culmine à 32 mètres. Quelle hauteur. Qu'est-ce que tu me montres? La vue. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît être un élément touristique, mais en fait, la vue, c'est exactement pour cette raison qu'on a choisi de construire aussi haut. C'était un emplacement stratégique.
Effectivement, on est complètement entouré par toutes les montagnes qui vont créer une sorte de rempart naturel, en fait déjà efficace. Et là, de ce côté, tout en fond de vallée, on a l'ouverture en direction de Toulouse. Toute tentative d'invasion sur le territoire sera très vite détectée par le château de la vue qu'on a là-bas. C'est finalement la configuration parfaite d'un point de vue stratégique. Mais il est beau quand on le voit de loin. Ah oui, bien sûr qu'il est beau. La visite continue dans le château et sa tour ronde, dite tour Phébus. C'est là qu'on peut encore visiter des cellules, car le château de Foix, du Moyen-Âge jusqu'à l'Ancien Régime, a servi de prison. En fait, ça, c'est une porte qui date du Moyen-Âge. À l'origine, le bois a été trempé pour la solidifier, donc elle fait environ 400 kg. Ici, cette pièce, c'était une cellule, avec une quinzaine de détenus à l'intérieur. Et d'ailleurs, ces détenus nous ont laissé plein de marques un peu partout à l'intérieur du château. Toutes ces marques calligraphiées, en fait, elles ont été laissées par les prisonniers qui ont été enfermés ici. Ici, nous sommes abandonnés de tous. On a beaucoup de traces de cette période des prisons. On a par exemple les recettes de la soupe qui servaient aux prisonniers. Alors évidemment, quand on a des ingrédients comme la viande ou le pain, on va dire que les gardiens aient peut-être tendance à les mettre de côté pour eux et à servir une soupe un peu plus claire. D'où finalement peut-être ces inscriptions, comme quoi ils sont abandonnés. Maintes fois assiégé en raison de son emplacement privilégié, le château de Foix sera vaillamment défendu par ses chevaliers, équipés au Moyen-Âge d'une arme redoutable. Démonstration. On va partir à la guerre, là. Tu me montres comment marchent ces machines, là, l'arbalète. L'arbalète, Ouais. elle réapparaît en Europe au XIIIe siècle et elle va faire des dégâts considérables sur toute la chevalerie. Alors c'est-à-dire qu'à la base, en termes d'équipement, on utilisait des côtes de mailles, comme celle-ci. Et bien l'arbalète, le problème, c'est qu'elle va traverser notre côte de mailles. On la surnommait la terreur des chevaliers. Inventée dans l'Antiquité et destinée à la chasse, c'est au Moyen-Âge qu'elle connaît son heure de gloire pendant les combats. Attention. Ouais, je me tiens à carreau, là. L'arbalète s'est à cette époque modernisée. Elle permet des tirs de précision et de grande portée. Et notez bien que chaque année, des journées médiévales sont organisées au château de Foix. L'occasion de vous familiariser avec le maniement de ces armes d'époque. Des hauteurs du château de Foix, aux profondeurs des grottes ariégeoises, il n'y a que quelques pas, et Jimmy a encore de l'énergie. Notre éclaireur nous amène maintenant à 60 mètres sous terre, naviguer sur la rivière de l'Abouiche, avec un de ses guides, Sébastien Cross. On est parti. Alors par contre, il vaut mieux mettre la veste, parce que 13 degrés à l'intérieur. Ah, 13 degrés. Voilà, ouais, il vaut mieux se couvrir un petit peu. Hein, c'est pas le pôle Nord, mais allez, ok, on ne sait je te jamais. suis. Allez, c'est parti. La rivière souterraine, elle a été découverte par hasard. C'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Dunac, qui se baladait dans les alentours et qui, complètement par hasard, a découvert l'entrée naturelle qu'on a vue tout à l'heure. Donc une chance pour nous, ce monsieur, il était curieux. Il a décidé de revenir, il a monté une petite expédition pour voir un peu jusqu'où ça allait. Donc il est revenu avec ses 2 fils et avec 2 amis à lui qui étaient officiers dans l'armée. Et ils se sont lancés dans les explorations de la rivière souterraine de l'Abouiche. Piqué par la curiosité, le docteur Dunac monte en 1908 une expédition sur les rives souterraines de l'Abouiche. L'équipement est rudimentaire et cette première exploration ne permettra de découvrir que 300 mètres de galerie. Ces premiers spéléologues, bien sûr, ils avaient de la lumière, mais ils n'avaient pas d'éclairage étanche. Donc quand la lampe tombait dans l'eau, fatalement, tout s'éteignait. Et ils se retrouvaient dans le noir complet, noir absolu. Au centre de la Terre. Exactement. Là, ce sont de grands moments de solitude, quand on se retrouve sans lumière dans une grotte. Il faut attendre 1935 pour mettre à jour cette excavation, longue de 1500 mètres, creusée naturellement au fil des siècles par la rivière de l'Abouiche. Est-ce que tu crois qu'il y aura d'autres explorations Normalement, pour aller plus loin? Normalement, oui. Mais il y en a eu une, pas plus tard que l'année dernière. Les spéléologues sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on fait nous en barque, mais à un moment donné, ils ont été contraints d'arrêter leurs explorations à cause de ce qu'on appelle le siphon terminal. Dans une rivière souterraine, un siphon, c'est tout simplement la rivière qui, à un moment donné, va passer sous la roche directement. Et celui-là, depuis 1938, on n'arrive pas à le franchir. Ne ratez sous aucun prétexte cette balade sur la rivière de l'Abouiche, la plus grande voie souterraine navigable d'Europe.
Peut-être trouverez-vous le passage qui permettrait d'ouvrir vers les 5 km de réseau encore inexplorés. Les roches ariégeoises réservent encore d'autres surprises. Jimmy nous entraîne maintenant dans la vallée de Seurat, au pied des montagnes de la Haute-Ariège, où l'on trouve encore des carrières de grès schisteux. Mais aussi la dernière fabrique de pierres à aiguiser d'Europe, gérée par Alain Soucille. Ouais, tu vois, ça c'est la matière qu'on a ramenée de la carrière, c'est notre matière première. Et dedans, on coupera des pierres à faux. Ok. On les stocke ici. Ouh, ouais, c'est On fait, léger ton truc. on fait un stock pour la saison. Ouais. Une fois extraite de la montagne, il faut encore trancher la pierre et affiner son grain. Je trouve ça faire ainsi. Si je me coupe un bout de doigt, tu pourras me le recoller. Non, on te descend au Chiva là-bas. Ouais, ça fait, on y va quand même. Bon, alors je pousse. Jimmy joue les apprentis tailleurs sous le regard amusé d'Alain, car la modernité est passée par là. Avant d'être équipés de scie, c'est au début du siècle, à l'enclume, que les tailleurs découpaient la pierre. Démonstration. Si tu veux, tu as un poinçon qui est ici. Et on vient taper sur l'enclume. Ils grignotaient la pierre. Et là, ils allaient donner la forme de la pierre à faux. C'est un travail très très long. Hein. Mais les opérations ne s'arrêtent pas là. Une fois découpée, reste encore à polir la pierre, la rendre douce au toucher. Pour cela, Alain utilise une berceuse. Voilà. Un drôle de couffin en métal contenant un mélange d'eau et de gravier. Bercées et entrechoquées les unes contre les autres pendant une bonne heure, les pierres se lustrent naturellement et sont prêtes à redonner tout leur tranchant aux lames émoussées. La pierre à hameçon. Voilà. Alors, oui, Tu me diras en Ariège, il y a beaucoup de poissons, il y a des truites, tout ça. Et en fait, les gens, ils reprennent la pointe du crochet. Ah oui, je viens de voir des limes à ongles. Alors ça aussi. Alors, la lime à ongles, c'est un dérivé de la pierre aiguisée. Ah oui, mince. Et la lime à ongles en Ah pierre oui, naturelle. oui. C'est bien pour griffer. C'est comme une pierre à aiguiser, c'est inusable. Et maintenant que la pierre à aiguiser n'a plus aucun secret pour Jimmy, notre guide s'apprête à aller découper des taillous, une spécialité fuxéenne. Direction les cuisines du restaurant de son amie Laetitia Bicher. Salut Laetitia. Salut, comment tu vas? Ça va? Ça toujours, va? ouais. Bon, tu viens m'aider à cuisiner là? Si tu J'ai veux. besoin de toi pour des Ah. taillous. Des taillous. Patanos bouillidos, des pommes de terre bouillies coupées en morceaux. Voilà, parce que taillous, pas toi, ça veut dire un morceau de Morceaux, pomme de terre. voilà. Taillés, taillous. Voilà. Et pour accompagner les taillous, de simples carrés de pommes de terre, chacun sa recette. Je sais pas si toi tu les fais à la saucisse de foie, Avec du cambajou, le jambon. que moi je le fais avec de la saucisse de foie fraîche. Ah, puisque nous sommes à foie, Tu vois? ça va être bon quand ça va être prêt. Ouais. C'est un plat quand même qui se fait rapidement. La recette des taillous, c'est carrés de pommes de terre cuits à l'eau et agrémentés, et dans la région un plat qui se décline à toutes les sauces si l'on peut dire. Avec des légumes sautés, de la viande, liée avec un œuf, c'est un plat simple. C'est une cuisine sans prétention. C'est une cuisine populaire, cuisine de tradition qui se transmet aussi, voilà. On est bon. Je sens que nous allons nous régaler. Le coup de chaud du service est passé, la salle du restaurant s'est vidée. Reste pour Jimmy et Laetitia à déguster tranquillement ces taillous à la saucisse de foie. Qu'est-ce que t'en penses à la saucisse? Délicious. Eh bien, figure-toi, elles sont meilleures que les miennes. Ah, mais ça me Ouais. fait plaisir. J'adore. Parce que c'est moi qui ai taillé les taillous. Alors Ouais, aussi, ça, c'est ça ça aussi. contribue. Hein. C'est ça. Mais oui, oui, en plus, c'est important. Les taillous, une recette sans prétention, un peu comme ce département d'Ariège. C'est au pied des montagnes pyrénéennes, sur la partie ouest de l'Ariège, dans le Couserans, que nous poursuivons notre voyage. Frontalier avec l'Espagne au sud et la Haute-Garonne à l'ouest, cet ancien territoire gallo-romain est un pays de montagnes et de piémonts, de lacs et de rivières. Bien connu des amoureux de la randonnée, il compte pas moins de 18 vallées qui invitent tout à la contemplation.
S'il a gardé son authenticité, le Couserans a su également préserver son riche patrimoine. Un patrimoine que Pauline Chaboussou connaît bien, puisqu'elle est en charge de sa mise en valeur. C'est elle qui sera notre guide pour cette région. Ça a été un coup de cœur pour ce territoire. Ça fait maintenant 10 ans que j'habite ici et je m'occupe de révéler les trésors des vallées du Couserans. On a des petites églises romanes, des châteaux aussi, et puis également des savoir-faire remarquables. C'est une vraie chance. Des petits villages, en passant par les églises ou les chemins de randonnée, cette Couseranaise d'adoption aime déambuler dans sa région. Et de la vie de notre guide, il est une étape à ne rater sous aucun prétexte. Saint-Lizier, la cité épiscopale ariégeoise, sans doute la plus chargée d'histoire. Fondée par les Romains, la ville des Consorani reste marquée de l'empreinte des 79 évêques qui s'y succédèrent. Alors on attaque la montée pour découvrir le palais des évêques à Saint-Lizier, mais par où tu me fais passer? Là, je te fais passer par les jolies rues de la cité. Là, on est vraiment dans le cœur de Saint-Lizier. Et on va passer par la plus belle rue qui s'appelle le Carré de Bourrassou. Voilà. Donc ici, les rues portent le nom de carré. Souvent, ça vient de l'ancien dialecte, le gascon, qui est utilisé dans le sud-ouest de la France. Pour découvrir ce haut lieu du patrimoine ariégeois, Pauline, férue d'art et d'histoire, retrouve sa consoeur Nathalie Rouche, guide conférencière à l'Office du tourisme de Saint-Lizier. Là, c'est un palais du XVIIe siècle que l'on doit à Monseigneur de Marmiès, qui a fait bâtir par les mendiants de la cité pour leur donner du travail. D'accord. Le palais des évêques est un ensemble architectural qui s'appuie sur des remparts gallo-romains du IIIe siècle. De sa terrasse, il offre une vue imprenable sur la région. Et c'est assez récemment que sa basilique, la cathédrale de la Cède, a révélé un secret. Pour le découvrir, vous devrez, comme Pauline et Nathalie, lever la tête. C'est un petit coup de chance puisque c'est à la faveur de la restauration des boiseries du cœur qu'on a découvert par hasard des peintures dissimulées derrière les boiseries très anciennes. C'est d'ici qu'on a la plus belle vue sur les voûtes et sur les peintures. Ça a été retrouvé dans les années 1990. Il y avait quand même 6 couches d'enduit qui les cachaient. Et à l'arrière, on a vu donc des peintures apparaître. Et il y a eu plusieurs travaux de restauration. Et ça a terminé dans les années 2000 et on a pu mettre à jour tout ce décor. On l'appelle aussi la chapelle Sixtine de l'Ariège. Celle que je préfère, c'est la Sibylle de Cumes qui tient dans sa main une jolie fleur. Elle est très belle et elle nous fixe au premier regard. Ouais. Ce décor Renaissance sur les murs et les voûtes de la cathédrale fut commandé par Jean d'Aula, évêque de Couserans, de 1475 à 1515, puis recouvert au fil du temps. 2 longues campagnes de restauration qui s'achevèrent en 2010 furent nécessaires pour lui redonner toute sa splendeur. Je suis venue à plusieurs reprises quand il y avait les restaurateurs, donc grimper aux échafaudages, c'est ce que je préférais. Et c'était très bizarre, c'est vraiment fait pour être vu depuis en bas, quoi. C'est les techniques de trait, donc c'est vraiment fait pour être visible de loin. On voit un ensemble harmonieux, mais de près, ça va nous paraître assez grossière. Oui. Ouais. C'est maintenant vers la seconde cathédrale de Saint-Lizier que Pauline et Nathalie nous entraînent. Un édifice qui lui aussi cache un véritable trésor. Un cloître roman et ses élégants chapiteaux de pierre taillée. On a très peu de scènes bibliques. On a ici par exemple un bestiaire. On a 2 animaux qui s'affrontent. Et regarde le détail du pelage, c'est vraiment grandiose. Les colliers, les poils, les petites oreilles. Oui, les griffes, les dents acérées. Alors, sans doute des chiens ou des loups, mais c'est vrai que dans la région, on a tendance à dire que ce sont des ours. Édifié en plusieurs périodes au XIIe siècle, ce préau est une invitation au voyage vers le Moyen-Âge et surtout la sérénité. Autre curiosité, et pas des moindres,
installée dans le bâtiment attenant au cloître, la pharmacie de l'Hôtel-Dieu. On va découvrir un lieu qui a été miraculeusement préservé. Oui, on va visiter l'ancienne pharmacie du 18e. Tu vois, la clé est encore d'époque. Oui. Alors c'est toujours aussi extraordinaire quand je viens ici parce que c'est vrai que c'est un miracle d'avoir une pharmacie du XVIIIe siècle intégralement conservée avec tous les pots en faïence qui contenaient les onguents et les potions, c'est quand même... Ah oui, c'est un vrai trésor, hein. Si tu regardes, il manque aucun pot, aucune bouteille. Une officine où le temps semble s'être arrêté. Sur les rayonnages de bois au ton ambré, des pots peints au nom des élixirs guérisseurs. Et il y a des pots avec des potions assez surprenantes, je crois, qu'il y a un élixir de longue vie quelque part. Oui, alors l'élixir de longue vie, il est ici, hein, c'est le pot que tout le monde souhaite avoir à la maison, mais bon, rien de miraculeux, hein, c'était tout simplement un fortifiant. D'accord. Voilà. On a des choses aussi un peu plus surprenantes. Hein. On a l'huile de chien, Ouais. c'est le pot le plus photographié de la pharmacie. Hein. C'était le remède pour soulager les sciatiques qui était fait à base de petits chiots. D'accord. Voilà, qu'on mettait à macérer dans de l'huile. C'est affreux cette histoire. J'espère que ça n'existe plus. Non, ça a disparu, heureusement. Souffreteux ou non, ne manquez pas de visiter cette officine lycéroise et marquez un arrêt devant le matériel chirurgical de l'époque qui laisse imaginer le pire. Mais il en faudra plus à Pauline pour lui couper l'appétit. C'est à Saint-Giron, la capitale du Couserans, que Pauline presse le pas pour un rendez-vous. Gourmand cette fois. Ça sent bon. Allez Pauline, le tablier et puis les cheveux attachés s'il te plaît. Merci. Voilà, et on va attaquer. Dans les cuisines de cette pâtisserie, Pauline retrouve une figure de la gastronomie locale, Martine Crespo, la spécialiste de la croustade. Alors, je vais pas te demander de révéler les secrets de ta pâte parce que je sais que c'est Alors, c'est propre à chaque famille presque. mais je peux te donner la recette, hein, tranquille. D'accord. Ça C'est le m'étonnerait. congément qui fait tout. Ouais, ça m'étonnerait que tu arrives à faire pareil. Hein. C'est tout un tas de petits détails. Et c'est la somme de ces petits détails qui font le produit. Rien d'autre. C'était quelque chose qui se faisait exclusivement dans les familles, pour les fêtes. Voilà, ça se faisait dans les familles pour les fêtes, donc ça se faisait uniquement 2 fois par an. Ce qui se passait, c'est que les familles où il y avait des paysans, donc dans ces familles-là, tu avais toujours un four. Et des familles comme moi, où c'était des familles ouvrières, on n'avait pas de grand four. Donc le boulanger du village consacrait sa journée du vendredi à faire cuire les croustades du village. La croustade, en occitan crostada, comprenez croûter, est une fine pâte feuilletée qui enveloppe en dessous et au-dessus des fruits frais sucrés. Elle est depuis toujours un incontournable des fins de repas ariégeois. La souplesse et la finesse de la pâte, c'est extraordinaire. C'est presque transparent et pourtant elle se brise pas, elle se troue pas. Non, elle est très souple. C'est quasiment du tissu. On va couper la pâte, elle va se souder le dessus et le dessous. Ah ben, il n'y a plus qu'à enfourner. Voilà, impeccable. Et voilà. 20 minutes plus tard, c'est l'heure de la dégustation. La croustade, ça se mange avec les doigts, mais aussi, est-ce que tu connais la Georgette? Mais bien sûr, je connais la Georgette. Ça, c'est vraiment le couvert qui a été créé juste à côté d'ici, à Saint-Lizier, qui a la forme d'une pâte d'ours. On peut piquer, on peut couper. Ça va être parfait pour notre croustade. La Georgette, ce couvert hybride, mi-cuillère, mi-fourchette, médaillé d'or au concours Lépine en 2016, a déjà été adopté par tous les grands chefs. Autre décor, autre rendez-vous, bucolique cette fois. C'est dans la vallée de Betmal que Pauline retrouve ce qu'on appelle les princes noirs d'Ariège, les chevaux de Mérins, et un éleveur, Jean-Louis Savignol, pour une transhumance. Les Mérins, c'est quand même des chevaux super bien adaptés à la montagne. Le fait
de leur faire faire la transhumance ou le montagnage qu'on appelle en Ariège. Ça leur permet d'avoir un pied sûr. Et ils sont dans des territoires hyper escarpés. Donc ça les aide vraiment à prendre confiance et après se déplacer n'importe où. Donc là, on est monté sur des zones complètement difficiles, très glissants, très pentus. On a fait des descentes avec eux sur les fesses, comme en ski, quoi. Ils godillent sur le... C'est vrai? Ah ouais, c'est extraordinaire. Ah ouais. C'est vraiment une race typique. Hein. Alors c'est le cheval par excellence d'extérieur de montagne. On s'en va! Allez! Tu vois, ça part pas au galop, hein. Ils sont nazes. Hein. Ils sont fatigués, ils ont mal aux pieds. Ça va nous faire une transhumance tranquille. Là. Lui, il a les sabots nus. Oui, ils sont tous sabots nus. On va regarder les cornes, tu vas voir, regarde. On va lui demander, voilà, regarde. Tu vois, ils avaient 2,5 cm de cornes il y a 5 jours. Voilà. Donc là, ils sont vraiment sur la sole, quoi. Il est temps d'arriver. C'est aujourd'hui la dernière étape de cette transhumance, une migration de 70 km qui va mener les Mérins jusqu'à 1800 mètres d'altitude, vers les sommets des montagnes ariégeoises. Pauline, Jean-Louis et quelques passionnés accompagnent le troupeau dans les alpages, où les bêtes vont profiter des pâturages de montagne et de leurs ressources fourragères. Ah, l'Ariège, c'est beau, hein. Il suffit juste de prendre le temps pour la voir. Là, c'est un bon rythme. C'est génial. Tu découvres une région au rythme des animaux. Voilà. Elle est pas belle, la vie, hein? C'est vrai que là, c'est parfait. Hein. Que vous soyez piètre cavalier comme Pauline, qui aura préféré marcher aux côtés des Mérins, ou émérite, sachez que vous aussi, vous pouvez en Ariège suivre la transhumance des chevaux, mais aussi des moutons ou des bovins. L'occasion de belles fêtes et de promenades inoubliables. En contrebas de cette vallée de Betmal, Arrête, un petit hameau d'une centaine d'âmes. C'est ici que Pauline va retrouver le dernier ariégeois qui perpétue un savoir-faire pourtant traditionnel de la région, un artisan sabotier. Bonjour Pascal. Ah, bonjour Pauline. Dans quoi tu t'es lancé aujourd'hui? Voilà, j'ai des sabots à finir pour des jardiniers. D'accord. Puisque c'est le grand boom du sabot en bois pour les jardiniers aujourd'hui. C'est des gens qui abandonnent les sabots en plastique pour venir à des choses plus saines comme le bois, puisque c'est ce qui protège le mieux contre le froid et l'humidité. D'accord. Et là, c'est pas fini du tout, hein. Il reste beaucoup de travail, de finition intérieure, de ponçage, de vernis, de gravure. Il faut des heures de travail à Pascal pour modeler, tailler une paire de sabots. Une fois la forme extérieure sculptée au parroir, c'est avec une cuillère, un outil tout aussi traditionnel, que Pascal crée la forme intérieure de la chaussure, élimine les irrégularités pour la rendre confortable. Moi, la dernière fois que j'en ai mis, j'avais 4 ans pour la crèche vivante à Pointe-Isinard. Et c'était laborieux pour traverser l'église. Hein. Bon, je veux dire, je les perdais, quoi. Ah ouais. Ah ben s'ils n'étaient pas adaptés. Souvent, les gens, ils récupèrent des sabots. Ouais. Que ce soit dans un vide-grenier ou ceux du grand-père. Et puis, ils n'arrivent pas à les mettre, évidemment, donc ça leur fait mal aux pieds. Et ils gardent cette image du sabot, alors que les sabots, c'est personnel. Il faut acheter sa paire de sabots qui soit bien réglée à son pied. Et il n'y a pas de souci. Hein. Bon, j'en essaierai une paire avant de partir, alors. Oui. Mais dans l'atelier de Pascal, on trouve également de drôles de sabots, à longue pointe, du nom de la vallée, les sabots traditionnels de Betmal, uniques au monde. Je me demandais si réellement les gens les portaient ou si c'était uniquement pour le symbole, quand on offrait les sabots au moment des mariages. Il est porté donc pour les grandes occasions. Le jeune berger Betmolais devait offrir à sa future épouse, le soir de Noël, une paire de sabots à longue pointe. On disait que plus la pointe était longue, plus l'amour était grand. Ça, c'était la tradition. Oui, alors que, bon, moi, si on m'offre une paire de sabots comme ça, je pars en courant, parce que l'histoire, c'est quand même pour rappeler... la légende, oui. La légende de Betmal. C'est terrible, cette histoire des sabots de Betmal, quand même. Une légende qui raconte qu'au Moyen-Âge, un berger de la vallée, trompé par sa promise, aurait décidé de se venger en taillant ses sabots à longue pointe pour y embrocher les cœurs sanguinolents des deux amants. Mais pour des sabots plus utilitaires, c'est sa propre signature que Pascal grave sur le haut du sabot, un épi de blé. C'est sympa, ça donne une jolie finition. Ah oui, oui. Très joli. Bravo. Le gauche et le droit.
37, c'est ma taille. Ah, je vais pouvoir les essayer alors. Je repars avec si tu veux. Ouais, Ouais, impec. comme Cendrillon. C'était des chaussures de verre, c'était pas des chaussures de bois. Alors, comment tu t'y sens? Écoute, très bien. Non, on est bien, hein. Je pensais pas que ça tenait autant aux pieds et que c'était aussi léger. Je fais le défilé. Non, c'est chouette. Bon voilà, ça c'est vendu. Oui, écoute. Prenons maintenant la direction de l'Est ariégeois et le pays d'Olms. Lové au pied du massif de Tarbes, au carrefour des influences océaniques, méditerranéennes et montagnardes. Cette contrée a cultivé son patrimoine médiéval et étourdit encore avec ses paysages et ses espaces à couper le souffle. Natif de la région, Jean-Luc Torresillas est un inconditionnel de cette nature sauvage. Je suis amoureux, quoi, en clair. Hein. Les pays d'Ariège se découvrent, ils se gagnent. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, parce qu'ils ne sont pas donnés comme ça. C'est plein de petits coins. Et parfois, c'est pas marqué sur les cartes, quoi. Donc ça se gagne, quoi. Ça se gagne. Passionné de spéléologie, mais aussi de culture et d'histoire, Jean-Luc propose de nous emmener découvrir la cité médiévale de Mirepoix. Logée à mi-distance entre Carcassonne et Foix, cette bastide méridionale vous séduira avec ses maisons colorées à colombages. Pour nous éclairer sur l'histoire tourmentée de la ville, Jean-Luc retrouve Marina Salby, animatrice du patrimoine. Restée de longues années guide à l'Office du tourisme de Mirepoix, la ville n'a plus aucun secret pour elle. Ici, on est face à la maison des consuls. Je pense que les Bastides ont fait un petit peu figure de précurseur en matière de justice. C'est un petit début de démocratie et bien placé au centre du Grand Couvert. On avait systématiquement la maison des consuls, c'était les représentants de la population. La mairie, quoi. C'était la mairie de l'époque. Et comme il était de rigueur à cette époque, les solives des maisons les plus illustres étaient sculptées. Ici, pas moins de 104 têtes ciselées dans le bois qui ont une symbolique. On a absolument, on va dire, de tout. On a des hommes, on a des femmes, on a des animaux, on a des figures grotesques, on a des figures obscènes. Et on a tout, en fait, sauf des insectes ou des poissons. Ça ressemble beaucoup, en fait, aux gargouilles des églises, en fin de compte. Ça y ressemble beaucoup, mis à part que c'est pas la même fonction, ça rejette pas l'eau de pluie, mais ça y ressemble beaucoup dans la symbolique, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'extérieur tout ce qui est sale, tout ce qui est obscène, et c'était une façon aussi de protéger un petit peu le bâtiment. Se balader à Mirepoix, c'est être propulsé au Moyen-Âge. Mais le saviez-vous ? La ville a connu plusieurs implantations et a dû prendre ses distances avec l'Hers, l'affluent voisin. L'histoire veut que Mirepoix a été façonnée un petit peu par l'histoire de la rivière. Et la rivière a emporté la première ville de Mirepoix à la fin du XIIIe siècle. Donc complètement balayée, la ville a été reconstruite. On s'est éloigné de la rivière, c'était trop dangereux, on est parti sur la rive gauche. C'est en forme de bastide, avec des rues tracées au cordeau et une place centrale que les architectes de l'époque repensèrent Mirepoix. Et jamais plus la cité n'a subi d'inondations ravageuses. Et comment quitter Mirepoix sans avoir les papilles qui frétillent ? Car la simple prononciation de son nom évoque tout de suite la gastronomie. La Mirepoix, une préparation à base de légumes découpés un peu comme les rues de la ville, avec minutie. Pour sublimer cette préparation, Jean-Luc retrouve un chef hollandais, Roger van den Bigelaar, aux manettes d'un restaurant prestigieux. D'abord, on va... Ah ben oui, c'est le minimum. Comme tu vois, Jean-Luc, la base de cette mirepoix, c'est l'oignon, carotte, céleri. Et voilà. Très bien. Alors, comme Escoffier dit, un mirepoix classique, c'est 1 cm à 1 cm, ça veut dire des dés. Oui. À partir de là, tu construis une sauce, une soupe, comme tu veux. Surnommé le cuisinier des rois, Auguste Escoffier fut au début du XXe siècle un des premiers à écrire des livres de recettes qui restent encore aujourd'hui pour de nombreux professionnels un vrai code culinaire. Un peu de graisse de canard, donc. Tout à fait. Voilà. C'est lui qui a consigné les règles de coupe de la traditionnelle mirepoix.
Quel est l'intérêt de découper en dés comme ça, si petit? C'est juste de créer des surfaces qui donnent en cuisson toute la saveur. Tout à fait. Et tu sens déjà les... Oui, ça monte, oui. Ouais. C'est en 1780 que cette poêlée de légumes coupés en dés aurait été baptisée Mirepoix, du nom du duc de Mirepoix, qui en raffolait. En fait, c'est une cuisson très très rapide en fin de compte. Oui. Et une fois les légumes rissolés, on les mouille au bouillon. C'est presque comme des Italiens font un risotto. Oui. Je fais humidifier, je fais évaporer et je rajoute un petit peu. Tu vois, les couleurs sont plus fades qu'avant. Ça veut dire que la cuisson maintenant commence à rentrer dans les légumes. Oui. Moi, j'arrête là. Il est temps de dresser. Et comme va nous le montrer Roger, les légumes riches en saveurs peuvent être agrémentés de viande. Oh là là, cette odeur. Moi, j'ai travaillé un petit peu le porc. Ça veut dire, avec le boudin, on a fait un petit croquant. Ça sent bon, dis donc. Alors Jean-Luc, je travaillais la poitrine, une cuisson de 9 heures, très lente. Et un petit pièce de filet. Ça ne donne qu'une amie, c'est de passer à table. Franchement. On y va? Pour cette assiette, tranche de filet mignon, croquant de boudin au vinaigre de framboise et poitrine de porc de 9 heures. Bon appétit. Merci, cher ami. Les carottes sont cuites. Juste comme il faut. Il y a une juste presque al dente. C'est agréable. N'hésitez pas chez vous à vous essayer à la découpe de la Mirepoix. Mais ne ratez pas l'occasion d'aller la déguster sur place, dans la cité qui porte son nom. De la gastronomie au château Cathare, il y a un peu plus d'un pas à parcourir. Pour aller contempler le château de Montségur, posé sur un piton rocheux à 1200 mètres d'altitude, Jean-Luc va devoir grimper. Pour cette ascension vers l'histoire du catharisme, il rejoint son ami guide au château, Fabrice Chambon. Vraiment, Montségur, à ce niveau-là, il marque un tournant. Je crois que là-haut, pendant 40 ans, pourtant, alors qu'on est en pleine période de guerre, c'est peut-être un des rares moments où les Cathares vont connaître une vraie période de paix. Montségur, c'est important parce qu'on a une vie, une longue vie cathare sur ce site qui a vraiment marqué la montagne. Refuge de la hiérarchie cathare, ces chrétiens dissidents mis en fuite par la croisade et le pouvoir royal en 1243, le château de Montségur fascine toujours. Nous voici sur les marches taillées en padane. Ces marches ont été conçues à ce que les montures puissent monter jusqu'au sommet de la montagne. Et c'est toujours émouvant de se dire que finalement, les Cathares, pendant plus de 40 ans, ont forcément emprunté ce cheminement-là. Plusieurs chantiers de fouilles ont été entrepris au fil des années et ont permis aux archéologues de reconstituer le déroulé des derniers mois de siège de 1244. Là, nous nous trouvons devant, en effet, ces murailles qui sont des murs en pierre sèche et qui correspondent aux chicanes, en fait, qui permettaient de protéger l'accès au castrum sur cette face sud. C'est contre ces murailles que les croisés se sont cassés le nez pendant plusieurs mois, ils sont pas passés, il y a plus de 800 ans. Voilà, ils sont pas et passés. grâce à elles, de ce côté, ils sont passés par là. Tout à fait. Mais ne vous y trompez pas, les ruines du château de Montségur, telles qu'on les voit aujourd'hui, ne sont pas celles de la Bastille cathare. Ce sont celles de la forteresse reconstruite par les croisés et le lieutenant du roi de France, Guy de Lévis, pour défendre la frontière avec l'Espagne à la seconde moitié du XIIIe siècle. Moi, je dis toujours que c'est le château des vainqueurs. On réassoit un nouveau symbole, on rase tous les bâtiments qu'il y avait à l'intérieur de ce castrum du temps de l'époque cathare, et sur les vestiges une fois rasés, eh bien, les vainqueurs vont venir reconstruire une nouvelle fortification qui est le symbole de la nouvelle autorité, qui est le château que nous voyons aujourd'hui, et que 800 ans plus tard, en gros, tous les visiteurs prennent pour le fameux château des Cathares. Mais non. Moi, ce que je te propose, c'est de laisser ce château de croisée, finalement, et d'aller voir les vrais vestiges de l'époque cathare. Car ces vestiges existent bien. Aux abords du château, l'ancien village des Cathares, le castrum. Le village cathare, il est là. Il est là. En tout cas, c'est la partie qui a été fouillée pour l'instant. On est devant probablement les derniers vestiges de maisons où ont vécu des Cathares. C'est bien ça. Oui. Il y a eu jusqu'à 500 personnes sur cette montagne. Oui, il faut s'imaginer en fait tout le quotidien d'un village de montagne. Les amoureux du site attendent avec impatience que d'autres fouilles commencent, car Montségur n'a pas encore révélé tous ses secrets.
Les légendes autour de ces murs vont bon train. Certains imaginent que le fabuleux trésor des Cathares serait encore dissimulé ici. En parlant de trésor, parlons plutôt de petits bijoux. Un village où le temps est comme suspendu. La Peyregade. Comme de nombreux hameaux pyrénéens un peu isolés, il a vu ses habitants fermer une à une les maisons et se destiner à une mort lente. Salut Paul. Salut Jean-Luc. Mais c'était sans compter sur quelques irréductibles comme Paul Maris, qui avec quelques autres a décidé de redonner vie au village et de rénover une à une ses 23 maisons. Bien, moi je vais t'emmener voir l'école de la Peyregade. Écoute, c'est entre autres et te raconter un peu l'histoire du passé. Donc l'école a été faite en 1903, donc début du XXe siècle, et elle a fonctionné jusqu'après-guerre. L'école a été ensuite rachetée dans les années 50 par une association d'étudiants qui se servait de cette école pour venir bosser les examens et s'isoler un petit peu loin des tentations de la ville. C'est pour ça qu'elle a été rénovée, qu'elle a été remise en état. L'histoire dit que lorsqu'ils venaient étudier ici, les étudiants avaient un taux de réussite qui était assez exceptionnel. Oui, mais c'est la magie du lieu, ça, c'est pas... Le surplus d'oxygène facilite également. La cloche que tu vois là-haut date également de 1903. Elle ne sert plus maintenant qu'à appeler les gens à manger. L'école fonctionne toujours. Au mois de juillet, il y a des élèves, des jeunes qui viennent. Du temps de sa prospérité, la Peyregade comptait jusqu'à 400 habitants. L'exploitation du bois et du talc offrait du travail à tous. Mais les débuts florissants de l'industrie textile ont sonné l'exode. Ça a été rénové maintenant, c'est devenu une maison d'habitation. Aujourd'hui, le village semble renaître de ses cendres. On y rénove les maisons et on s'organise pour que la vie reprenne. Avec les voisins, à l'heure actuelle, nous sommes 3 familles à vivre ici à la Peyregade. Et nous vivons un petit peu en autarcie. Au maximum, nous essayons d'éviter de faire brûler du pétrole ou de l'électricité. Et nous faisons nous-mêmes notre bois. Nous sommes, au niveau énergétique, en autonomie complète. Parfait. Tout le monde dit ça aujourd'hui, être autonome, produire sa nourriture, produire son bois. Mais nous avons une eau de source qui est extraordinaire. Elle est pile poil à la température qu'il faut pour le pastis. Eh bien, allez, je t'en offre un. Je pense qu'on va plutôt faire un café. Paul Maris a restauré la maison de son enfance. Et s'il affectionne le calme qui règne ici, il aime faire partager aux randonneurs la beauté de son village et il met tout en œuvre pour cela. Nous avons réouvert certains chemins qui avaient totalement disparu, c'est réouvert. On a réussi à faire une boucle complète qui permet d'aller à la cascade. Donc ce sont des sentiers, des chemins qui sont extraordinaires. Nous avons pas mal de visites de gens qui viennent à la Peyregade et ça c'est super agréable. Tu es en train de nous dire en fait que ce petit coin de vallée là, c'est bon, il est reparti, il revit. Dans la mesure où il y a du monde qui vient et qu'il y a des chemins de communication, la Peyregade ne va pas mourir. Voilà. Le message est clair, allez vous perdre sur les chemins de randonnée qui passent dans ce petit hameau de la Peyregade. Peut-être y trouverez-vous la maison de vos rêves. Direction maintenant le massif de Tarbes, bien connu lui aussi des randonneurs, pour aller rencontrer un artisan qui a repris une activité traditionnelle de la région, le travail de la corne. Je suis en train de m'inspirer d'une petite statuette en os qui a 35 000 ans pour faire la forme. C'est des petits chevaux trapus qui sont représentés par la préhistoire avec des pattes assez courtes. Et cette figure-là, c'est la première sculpture qu'on connaisse d'un cheval à 35 000 ans. C'est très ancien. Jean Mativet, ancien archéologue, a décidé il y a 2 ans d'installer son atelier à Lavelanet et de fournir aux boutiques des musées différentes figurines en corne. C'est bien sympathique, ça m'a fait. Moi, je vois une corne plate, là, tu vois. Chez moi, les cornes, elles sont rondes et tordues. Oui. Alors là, explique-moi. Là. Pour arriver à cet état-là, on doit faire une étape qui s'appelle le biscaillage. C'est la mise à plat de la corne. On chauffe la corne, en fait, avec un bec à gaz. Ça la ramollit. Elle devient souple, plus tendre. On l'ouvre au couteau, on casse les fibres manuellement et on la passe sous presse. Et à partir de là, on obtient des plaques. Voilà. D'où, effectivement, la corne plate. Dernière étape pour magnifier ces petits objets en corne, le ponçage, avec des bandes de coton et flanelle pour faire ressortir les couleurs naturelles. Là, il y a tous les effets de transparence qui ressortent. C'est une matière naturelle et toute simple, quoi, la corne de vache, mais c'est là qu'elle devient... Ça fait de très beaux objets. Voilà. Très beaux objets. Au même titre qu'il n'y a pas 2 vaches semblables, il n'y a pas 2 cornes identiques. Chaque objet est donc unique. Le côté brillant. Tout à fait remarquable.
La vulgaire corne, ça peut être un objet magnifique. C'est étonnant tout d'un. Hein? Ouais, c'est une matière qui est très noble. Ah ouais, finalement. Inattendu, c'est un peu le maître mot quand on prend le temps de se balader dans le pays d'Holmes. Après l'artisanat, nous allons maintenant découvrir un village, lui aussi assez extraordinaire. Bienvenue à Roquefort-les-Cascades. C'est ici que Jean-Luc retrouve son ami Dominique Déon, maire du village. Direction, les fameuses cascades qui ont une particularité et pas des moindres. Elles évoluent au fil du temps, car elles sont pétrifiantes. Explication. Le principe de base, c'est que l'eau que tu vois ici est fortement chargée en calcaire, puisqu'elle traverse un massif calcaire. Et elle a la particularité, de par sa composition chimique, quand elle arrive à l'air libre, elle se décharge très rapidement de son calcaire. Ce qui fait qu'elle est toujours en refaçonnage. En fait, c'est la cascade qui s'auto-construit, quoi. Exactement, exactement. Cette roche calcaire si particulière s'appelle le tuf. Et c'est sur 30 mètres de hauteur que les cascades de Roquefort ont produit ce phénomène rare et assez fragile, une tufière. Si la formation de cette montagne de roches est en constante évolution, ce n'est pas le simple attrait du tuf. La visite se poursuit au cœur du hameau. Ce qu'a été. Je t'ai fait descendre sous le pont pour admirer cette voûte, voilà, qui a été faite essentiellement avec de la pierre des cascades. Donc les cascades, c'était d'abord une carrière de matériaux, j'allais dire, voilà, où les gens allaient se servir pour les constructions, les ponts, les angles de maisons, etc. Car le tuf a un avantage et pas des moindres. Humide, cette roche se découpe facilement à la scie. Une fois sèche, elle devient aussi dure que du béton. Et c'est tout le village de Roquefort-les-Cascades qui s'est construit grâce à la pierre de tuf. En Ariège, les villages, mais aussi les hommes, doivent beaucoup à sa nature. Ses pierres, ses rivières, ses pitons rocheux. Alors un conseil, partez à l'aventure découvrir cette région au trésor caché. Vous en tomberez à coup sûr amoureux.